Bonjour à tous. Mon nom c'est JD. Pour ceux qui m'ont jamais rencontré, c'est moi le PDG ici à Imprimo. Je suis très content d'être avec vous. Ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas fait un événement en français, surtout pas avec le RAV. Donc, très content de vous avoir ici. Aujourd'hui, dans la présentation, on va avoir une discussion sur comment naviguer le monde des arts. On est quand même assez chanceux. On a David Farcy avec nous et Camille Cazin, que Colette va les introduire sous peu. Avant de passer la parole à Colette, pour ceux et celles qui sont peut-être nouveaux à Imprimo, je vais vous parler un peu plus de c'est qui Imprimo en quelques lignes. Et aujourd'hui, on a une promotion pour les gens qui sont sur l'appel en partenariat avec le RAV. Si vous voulez vous enregistrer d'avant demain à 18 heures, vous aurez vos 120 premiers jours gratuits. Je vais inscrire ces choses-là dans le chat si vous avez des questions. Le courriel est là et vous pouvez suivre le lien pour vous enregistrer. Avec ça, un petit mot sur qu'est-ce que c'est Imprimo. Donc, on a bâti Imprimo avec le but d'aider les artistes à pouvoir se présenter dans le monde digital et de pouvoir documenter leurs œuvres, leur carrière et mieux se faire découvert. Et une grosse partie d'Imprimo est de le faire d'une façon qui aussi vous permet à protéger vos droits d'auteur. Je vais faire une petite démonstration à la fin qui va vous montrer quelque chose et surtout quelques nouvelles choses que nous avons ajoutées à Imprimo au cours des 6 derniers mois. Donc, avec cela, je passe la parole à Colette qui va introduire le RAV et nos deux participants d'aujourd'hui. Merci, JD. Alors, je m'appelle Colette Campbell et je suis la coordonnatrice des services aux membres du RAV. Donc, avant de commencer, en fait, ce que je voulais faire, c'est parler un petit peu du RAV rapidement et ensuite présenter nos invités ce soir pour cet bel événement. Donc, premièrement, je vais commencer avec une reconnaissance territoriale. Le RAV a, par la collaboration avec ses membres, une présence partout au Québec. Le RAV reconnaît l'antériorité et l'action continue sur le territoire des nations autochtones, Inuits, Inuits et Métis. Le RAV souligne l'importante contribution que les premiers peuples apportent au développement des connaissances et des savoirs. Donc, voilà. Donc, le RAV. Alors, une chose qui ressort des fois quand je sors dans des événements, c'est que les gens ne savent pas exactement c'est quoi le RAV. Alors, je vais vous présenter un peu le RAV. Je vais faire un partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran en plein écran? Non, on voit la présentation avec sur le côté. Mais on voyait quand même toutes les choses. OK, je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui. Ouais. Donc, pour la présentation du RAV, pourquoi le RAV existe? Donc, ça a été fondé en 1989 et en 1991, ça a été une association qui a été mandatée. Suite à Excusez-moi, je vais recommencer, je suis un petit peu nerveuse, je suis désolée. Nous sommes le regroupement des artistes en art visuel du Québec. C'est la seule association légalement mandatée pour représenter l'ensemble des artistes en art visuel québécois. Avec plus de 1600 membres, notre principale mission est d'améliorer les conditions de vie et de pratique professionnelle des artistes qui font carrière dans le domaine des arts visuels. Les arts visuels englobent un large éventail de pratiques allant des formes artistiques traditionnelles, telles que la peinture, la sculpture, la gravure, allant jusqu'à des formes plus contemporaines, comme l'art relationnel, la photographie numérique, la performance et les arts médiatiques. Si vous pratiquez l'une de ces disciplines ou toute autre forme d'expression de même nature, le RAV est votre association professionnelle. Pour vous parler un peu des services qui sont offerts, je vais englober ça en 4 points. Donc, le premier, c'est on aide à faire la défense des droits des artistes en art visuel, tant sur un niveau individuel, donc par exemple, si vous avez un problème avec un contrat ou un diffuseur, et aussi collectivement. Donc, on négocie aussi avec les instances gouvernementales pour aider à améliorer la condition des artistes de manière générale.
On aide au développement de carrière à travers des formations et des conférences qui sont destinées aux artistes en art visuel. Et on a aussi des ressources en ligne que je vais vous montrer. C'est des ressources qui comprennent des publications d'appels de dossiers, des offres d'emploi et des documents de référence. Et le dernier point, c'est les avantages pour les membres. Donc, avec votre carte de membre, il y a vous pouvez aussi avoir beaucoup d'opportunités d'exposition, développer votre réseau de contacts professionnels, avoir des rabais sur des services liés à la pratique artistique. Et il y a beaucoup plus de cette information-là qui est sur le site Web. Mais comme j'ai dit, je vais faire un survol très rapide aujourd'hui. Puis si jamais vous avez des questions, je vais vous laisser mon adresse courriel à la fin de la présentation et vous pouvez m'écrire. Donc, voilà. Alors, je vais juste aller chercher le site Web. Voilà. Alors, c'est notre site Web. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher dans diverses sections, mais ce soir, je vais juste vous présenter rapidement des sections qui sont très populaires. C'est dans les sections ressources. Donc, on a un outil qui s'appelle la grille tarifaire RAV-CARFAC. C'est un document qui aide les artistes à déterminer c'est quoi le montant qui est dû pour faire une exposition ou tout le travail en amont d'une exposition. C'est en 4 sections et d'ailleurs, à la fin du mois de juin, donc le 27 et le 29 juin, on va faire une conférence, un autre webinaire gratuit pour expliquer aux membres et aux non-membres comment utiliser cette grille tarifaire et les nouveautés qui vont arriver dans les prochaines années. Voilà. Une autre section qui est vraiment intéressante, c'est aussi dans les contrats et licences. Ça se retrouve dans les ressources. C'est les contrats types du RAV. Donc, ici, on a plusieurs exemples de contrats qui ont été conçus avec des avocats qui prennent vraiment en considération ce qui est important pour les artistes, défendre leurs droits. Donc, c'est vraiment des documents de ressources super importants à avoir et que vous pouvez utiliser aussi. Donc, par exemple, un contrat de vente, il y a un contrat de commande, il y a aussi un contrat d'exposition dans un lieu public pour fin de vente. Donc, vous pouvez les télécharger gratuitement. Et une licence de reproduction. Ça, c'est un exemple super intéressant. Par exemple, s'il y a un artiste qui décide qu'il aime beaucoup vos toiles et puis il aimerait mettre ça sur sa pochette de musique, ça, c'est la licence de reproduction qu'il vous faut. Donc, si vous avez des questions, c'est un peu sec les contrats, mais moi, je suis vraiment passionnée par les contrats. Donc, vous pouvez toujours me contacter pour me poser plus de questions. Et dernièrement, la chose que je voulais vous montrer, qui est vraiment super le fun, c'est la section carrière artistique. Et on a beaucoup d'informations sur la fiscalité. Donc, toutes sortes de choses intéressantes que vous pouvez appliquer lorsque vous faites vos impôts qui vous concernent comme artiste. On a aussi une section pour comment exporter vos œuvres. Donc, si vous voulez faire une exposition à New York ou à Paris, on a tous les guides et tous les documents que vous avez besoin pour faire en sorte que votre expérience est vraiment réussie. Et on a aussi une section guide et outils. Il y a beaucoup de documents que vous pouvez télécharger gratuitement qui vous expliquent vraiment beaucoup de la base de ce qu'il faut, comme le CV, comment on fait pour appliquer pour des appels d'offres, etc. Donc, c'est vraiment des documents très intéressants. Alors, voilà, c'est ma présentation pour ce soir. Alors, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais vous présenter nos invités. Donc, je vais commencer par vous présenter Camille Cazin, la nouvelle directrice générale du RAV qui est rentrée en fonction le 11 avril dernier. Donc, ça fait juste un petit peu plus que 6 semaines. Donc, on lui souhaite la bienvenue. Elle travaille depuis 10 ans dans le milieu culturel, plus particulièrement dans le secteur des arts visuels. Après avoir complété en France une maîtrise avec double spécialisation en management de l'innovation et marketing des industries créatives et culturelles,
Camille Cazin a œuvré dans la gestion de 3 galeries d'art contemporain à Montréal et dans la stratégie de développement d'organismes et d'entreprises du secteur des ICC. Et maintenant, le RAV. Bienvenue, Camille. C'est bon. Notre prochain invité, c'est David Farcy. David Farcy est un artiste plasticien. Par où commencer? Il y a un parcours tellement super intéressant. Je vais commencer avec la fin de ses études à Paris. Donc, David a obtenu son diplôme d'ébénisterie d'art à l'École Boulle, une institution renommée pour sa formation en art appliqué et en métier d'art. C'est à ce moment-là qu'il décide de se consacrer pleinement à sa carrière d'artiste plasticien. David Farcy a constamment exploré la fragmentation de la narration, nous transportant dans des mondes surréalistes et intangibles, où nous sommes conviés à participer à un rêve qui s'ouvre devant nous. Ces toiles sont colorées, ont des traits forts et des traits naïfs à composition non traditionnelle, accentuant l'instabilité, guident les spectateurs dans son univers imaginaire. En 1999, David s'installe au Québec et se consacre à un projet de peinture numérique. Ce projet, très ambitieux, aboutit à la création d'une œuvre composée de 1024 tableaux intitulée Le Co. Ça lui a demandé plus de 7 ans de travail. Plus récemment, en 2020, ses recherches ont abouti à une performance et une diffusion-création sur Instagram en direct, lui permettant d'expérimenter les nouvelles formes d'expression artistique. En tant que membre du RAV depuis 2016, David Farcy a bénéficié du soutien de l'association dans la protection de ses droits d'auteur, une démarche qui s'est avérée fructueuse. Reconnaissant envers le RAV et le travail accompli en faveur des artistes, il s'est investi au sein de l'association en occupant le poste de secrétaire trésorier en 2019, avant d'assumer la présidence du conseil d'administration en 2021. Bienvenue, David. Voilà, donc je vais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Colette Campbell et je suis coordonnatrice des services aux membres. Je suis aussi artiste en art visuel. J'ai étudié à Concordia et j'ai fait mon bac en Studio Arts et j'ai gradué en 2016. Donc, je continue ma pratique artistique et je travaille au RAV. Voilà. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et je redonne la parole à JD. Merci. Parfait, merci beaucoup, Colette. Avant qu'on commence la présentation, moi, j'aimerais dire que nous, à Imprimo, on a plus de 30 partenaires comme le RAV. Et il n'y en a pas beaucoup qui offrent le support que le RAV offre, que ce soit au point de vue de leur site web, la documentation, les différentes choses. Donc, au cours de la dernière année, j'ai fait plusieurs centaines de vidéos avec certains d'entre vous et bien d'autres. Et je voudrais que j'ai souvent des questions qui me reviennent, qu'il y a des très bons articles sur le site du RAV qui pourraient répondre à ça. Je pense que Colette en a souligné un peu sur quand ça vient à envoyer vos œuvres, la fiscalité et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de regarder les ressources, moi, je sais que je vous dirais, plus de 50 fois, j'ai eu la même question à bien des choses qui sont très bien écrites et très bien à faire sur le site du RAV. Donc, moi, je vous conseille grandement d'utiliser les ressources qui sont offertes parce que ça aide bien des gens. Je l'envoie souvent les gens vers le RAV. Donc, moi, je vous conseille grandement de regarder à ça. Il y a des très bonnes choses qui sont offertes dans votre organisation. Donc, avec ça, on va se lancer dans notre discussion. La discussion d'aujourd'hui est comment naviguer le monde des arts. Pourquoi on a créé cet événement-là? Revenir à mes 2-3 conversations que j'ai eues au cours de la dernière année. On a appris qu'il y a plusieurs gens où ils ont beaucoup de talent en tant qu'artistes. Ils ont été à l'université, ils ont fait leur baccalauréat en art, ils ont peut-être fait une maîtrise et ils trouvent de la difficulté à naviguer le monde, que ce soit comment approcher des galeries, comment avoir des conversations avec les collectionneurs et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le but, c'est d'avoir une conversation avec Camille qui vient avec un côté de l'expérience, avec David qui est un artiste, et de vraiment pouvoir approfondir cette conversation-là pour essayer de vous apprendre quelque chose et de rouvrir une période de questions à la fin où on est capable d'en discuter. Donc, avec ça, ça va me lancer dans ma première question et je vais la poser à David et après ça, on ira avec Camille. La première question est, selon vous, quels sont les obstacles principaux auxquels les artistes émergents sont confrontés quand ils commencent leur carrière en tant qu'artistes? David, on va regarder avec toi.
Bonsoir. Oui, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est mon opinion. Mais c'est certain que le monde de l'art est très compliqué quand on débute. Bon, moi, ça fait 50 ans que je peins et je suis toujours à la recherche pour pouvoir exposer, pouvoir diffuser, pouvoir présenter ce que je fais. C'est sûr que quand on est peintre, du moins artiste émergent, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut du temps, il faut de l'expérience. Alors, moi, ce que je dis, c'est que déjà, il faut beaucoup travailler. C'est-à-dire qu'il faut avoir la patience et puis travailler, toujours aller de l'avant. Comment faire pour rencontrer à une époque, c'est sûr que les artistes se rencontraient beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de discussions, on s'échangeait énormément. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on va dire que presque tout le monde reste dans son coin. Et dès que quelqu'un, un artiste, commence un petit peu à percer, ce qui est un peu triste, c'est qu'il ne donne pas non plus la formule à son ami artiste aussi. Donc, ce qu'il faut faire, en fin de compte, il faut aller où se trouvent les endroits d'exposition, comment dire, être présent en permanence, mais je vais vous dire, la vie d'un artiste, pour moi, elle est partagée en trois sections, en trois périodes. Hein, les 10 premières années, quand on commence à travailler, il faut être convaincu, et je crois que je l'ai répété souvent aux jeunes artistes qui viennent me voir, il faut être convaincu que c'est vraiment ce qu'on veut faire dans sa vie. Ça veut dire que ça, c'est très important. Moi, j'ai fait mes études et à 18-20 ans, j'ai commencé à peindre et j'ai toujours peint en permanence. Donc, ce qui est important, ces 10 années, c'est de travailler, travailler et rencontrer les gens. Ça, c'est pas simple, mais il faut aller de l'avant. Et les 10 années suivantes, ce qui est un peu fou, c'est pas tellement ce que vous faites qui intéresse les gens, c'est surtout qui vous êtes. Ça veut dire que ce qui est très important, c'est qu'on va rechercher votre histoire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'histoire à raconter, ça apporte pas quelque chose. C'est-à-dire que si vous faites une œuvre, mais l'œuvre n'a pas d'histoire, ça va être très compliqué. Donc, il faut vraiment aller de l'avant avec son histoire. Et les 10 années de cette période, c'est les rencontres, c'est les recherches avec les gens, c'est des échanges en permanence. Tout ce qui... Alors, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a l'impression que ça va plus vite. Mais ça va plus vite dans un mauvais sens aussi. Ça veut dire que les gens regardent tellement de choses, ils défilent, ils défilent, ils défilent, puis en fin de compte, ils retiennent rien. Donc, si vous êtes un vrai artiste, un vrai, ça veut dire, comme on dit, il n'y a pas de chèque à la fin du mois. Hein, vous êtes là, vous allez travailler, c'est là où les gens vont ressentir que réellement vous avez quelque chose à apporter au grand peuple de la création. Je crois que c'est un petit peu ça. Okay, alors, les petits détails pour rencontrer les galeries, rencontrer les gens, je vais vous dire, c'est très compliqué. Vous savez, les galeries, c'est très compliqué. C'est tout un monde. Et c'est sûr que les 10 ans suivants, ça veut dire que là, vous essayez de rentrer dans ce monde. Et ce monde des arts, des galeries, des collectionneurs est très complexe. Donc, si vous n'avez pas au fond de vous l'énergie en plus de votre création, abandonnez. C'est pas simple. Alors, quand on est jeune, on a la fougue. C'est ça qui est bien. Donc, il faut en profiter. Ça veut dire qu'il faut tout donner. Ça, c'est très important. Et puis, il faut avoir sa propre écriture. Ça veut dire que ce qui est très important, c'est bien de peindre, de sculpter, de créer, mais il faut avoir votre écriture. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez être remarqué parce que vous avez quelque chose de différent. Vous êtes inspiré. Ça, c'est normal. Il y a eu des maîtres. Tout le monde est inspiré. C'est très important. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes reconnus qui m'ont inspiré. Mais j'ai fait aussi des erreurs. C'est-à-dire que j'ai peut-être trop des fois copié des œuvres qui m'ont inspiré et je n'ai pas fait mon écriture. Mais au moment où l'artiste a son écriture, là, il va se faire remarquer. C'est-à-dire que la galériste, le salon d'exposition, le collectionneur va dire « Tiens, je ne connaissais pas ça. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ?» Vous voyez, c'est ça. Mais si vous êtes dans le moule de tout le monde, vous êtes dans le moule de tout le monde. Ça veut dire que les galeries que vous allez rencontrer, ce n'est pas des galeries, c'est des boutiquiers. Un galériste, c'est un métier. Donc ça, je crois que Camille pourra vous en parler. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de marchands
Et puis, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Alors, c'est sûr qu'il faut apprendre ça. Il faut avoir des échecs. Les échecs permettent d'avancer. Hein, il faut pas croire. C'est pas simple. C'est pas tout rose. Hein, on a l'amour d'eau et d'eau fraîche. L'eau, elle est plus fraîche. Et puis, l'amour, elle est très dangereuse aussi. Maintenant. Donc, je vais vous dire, le principal, c'est que vous soyez heureux dans ce que vous faites. Donc, si vous êtes heureux dans ce que vous faites, même si vous n'avez rien à la fin du mois, ben vous êtes heureux parce que vous êtes sûr que quand vous vous levez le matin, vous n'allez pas travailler, vous allez vivre. C'est ça qui est très important. Et les gens ont oublié qu'ils allaient mourir un jour. Donc, ils ont oublié de vivre. Donc, les jeunes, il faut y aller. Et vous, excuse-moi, vas-y. Vas-y, JD. Non, j'allais vous dire, et pour vous, Camille, vous venez d'un côté un peu différent. C'est quoi les obstacles que vous croyez que les artistes émergents vont confronter en début de carrière? Difficile de passer après ce que vient de dire David. T'es pas la première qui dit ça. Non, mais je vais reprendre un peu ce qu'a dit David. Je vais rajouter quelques points, mais effectivement, je pense que il y a beaucoup d'artistes qui, dans leur début de carrière, restent dans leur studio. Puis moi, je pense que c'est une des choses qu'il faut éviter. Bien sûr que c'est important de travailler dans son studio, justement pour ce que disait David, c'est-à-dire travailler sa signature visuelle ou son écriture visuelle. Mais je pense que c'est aussi important de s'informer. Et la manière de s'informer, il y a mille et une manières de le faire. Les réseaux sociaux et Internet nous permettent de le faire, mais aller à la rencontre de l'écosystème à travers des expositions, mais aussi à travers des formations. Il y a de plus en plus de formations qui ont lieu. Le RAV en fait, d'autres places en font, mais mieux connaître. Parce que je pense qu'une fois qu'on connaît mieux l'écosystème dans lequel on évolue, bah, c'est plus facile justement de pouvoir se placer, de se rendre compte que de faire la différence entre les marchands et les galéristes, de savoir que même au sein des galéristes, il y en a qui vont représenter un style et pas un autre, donc ça va permettre de plus facilement se positionner en fait en tant qu'artiste sur qui est-ce qui est le plus à même d'apprécier ce que je fais. Et puis poser des questions, poser beaucoup de questions, poser des questions en sachant, comme le disait David, que aujourd'hui tout va très vite. Puis des fois, il y a des gens qui ne vont pas prendre le temps de répondre, mais le pire que vous risquez, c'est que les gens ne répondent pas. Et le meilleur que vous risquez, c'est d'avoir une nouvelle connexion, un nouvel apprentissage et de créer des liens. Je pense que effectivement, les réseaux sociaux, c'est plus la même manière, mais il y a quand même moyen de créer des liens et de poser des questions. Il y a des groupes qui existent d'entraide, etc. Je pense que c'est aussi une belle manière pour les artistes émergents d'aller chercher l'information, parce que c'est l'information qu'ils ont d'autres artistes. Puis je trouve que ça aide à faire ses recherches, justement. Et puis, je vais remettre ma casquette du RAV aussi, mais n'oubliez pas de regarder des contrats parce que justement, oui, on fait des apprentissages et on fait des erreurs, mais les contrats peuvent aider à nous protéger de ces erreurs-là. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir. On a parlé des galeries. Et je pense que tout le monde sait qu'être représenté par une galerie, c'est un gros avantage, mais c'est beaucoup moins facile que ça semble. Donc, c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner à quelqu'un qui essaie de se faire représenter par une galerie, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas exactement là, ils ont un peu de la difficulté. Quand on a deux côtés, c'est quoi les choses qu'on peut faire pour faire la carrière progresser? Et c'est quoi les choses qui peuvent être faites pour essayer d'améliorer les chances d'avoir de la représentation avec une galerie? On commence avec toi, Camille. Donc, je vais commencer par sans être représentée par une galerie. C'est sûr que la voie à laquelle on pense aujourd'hui, à laquelle on pensait il y a 10 ans, c'était absolument la galerie. Aujourd'hui, il y a mille et une manières de le faire. Je ne suis pas forcément la personne qui va plus pousser le fait d'avoir une présence ultra importante sur les réseaux sociaux, etc. Parce que je pense que ça peut être un moyen de s'épuiser pour les artistes. Quand c'était possible il y a encore 5 ans et qu'aujourd'hui,
le système des réseaux sociaux fait que c'est de plus en plus difficile de percer. Mais c'est une des manières. Il y a des artistes qui fonctionnent. Moi, je vais vous donner les autres tips. Je pense que on peut aller chercher, par exemple, des encans. On peut aller chercher. Il y a des encans un peu partout. L'idée, c'est sûr que ça ne va pas vous permettre d'en vivre, mais ça permet de se faire connaître et de se faire reconnaître. Il y a des encans, je pense aux encans de la quarantaine pendant la période qui font ça extrêmement bien. Moi, ça a été une occasion pour moi de découvrir plusieurs artistes et puis d'envoyer des dossiers pour vous faire connaître. Alors oui, vous allez recevoir des refus, des non-réponses, mais en tant que personne qui sélectionne j'ai été dans cette position-là pendant longtemps, quand on revoit des noms et qu'on voit l'évolution de la signature artistique, etc., ben, on a toujours, il y a l'aspect, il y a la constance dont parlait David tout à l'heure qui reste une chose importante dans le milieu des arts parce qu'on sait que c'est un milieu difficile. Donc, quand on voit que quelqu'un est là depuis un moment, ben, on lui prête une attention plus particulière. Donc, et puis suivre les appels à projets, toujours dans cette même idée de plus on envoie, et pas forcément d'envoyer à tout va, mais sélectionner les appels à projets qui ont du sens, encore une fois, parce qu'on s'est informé en avant sur ceux qui ont le plus de sens avec notre démarche artistique ou avec notre signature visuelle. Les résidences d'artistes, c'est aussi une belle manière. Et moi, sinon, je crois aussi à la collaboration avec d'autres secteurs, le secteur économique, par exemple. Ce n'est pas la manière conventionnelle, mais c'est une des manières qui a fait connaître beaucoup d'artistes. Encore une fois, ça dépend des objectifs de chaque artiste. Il y a ceux qui veulent à tout prix rentrer dans les galeries, mais si l'idée, c'est de se faire connaître par un moyen ou par un autre, ce moyen-là est un bon moyen. C'est une visibilité intéressante. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, je pense que des fois, je sais qu'il y a différents profils ce soir, mais il y a certaines personnes pour qui la pression financière va faire que c'est très difficile, donc de ne pas hésiter parfois à prendre des contrats. Parce que, encore une fois, la connexion avec le milieu économique peut amener parfois des portes qu'on n'avait pas vues en fréquentant uniquement les milieux culturels. Les collectionneurs d'art ne sont pas que dans le secteur culturel, ils sont ailleurs aussi. Donc, parfois, on fait des très belles rencontres et on trouve des très beaux coups de pouce ou des partenaires qui vont nous permettre de soutenir notre carrière. Donc, ça serait un peu pour ça. Je peux parler après plus des galeries. Je vais peut-être laisser David rebondir sur ce que je viens de dire. David, c'est à toi. Oui. Non, en fin de compte, oui, ça marche. En fin de compte, c'est sûr que tout artiste souhaite, on va dire, être reconnu. Donc, ça, c'est ça qui est important. Donc, il y a des galeries, mais il y a aussi la possibilité à une époque d'un agent. J'ai eu la chance d'avoir 2-3 agents quand j'étais en Europe, où là, ils font un certain travail. Les galeries, si vous voulez rentrer dans une galerie, c'est dur ce que je vais vous dire, ça passe par une connexion. Parce qu'aujourd'hui, d'envoyer son dossier, je le fais encore, hein, on ne vous répond même pas. C'est-à-dire que même les galeries, qui reçoivent beaucoup, s'ils trouvent quelque chose qui est intéressant, ils vont vous dire pendant 2 ans, on ne prend personne. Donc, une fois, j'ai fait le jeu. Je dis oui, je ne suis pas pressé. 2 ans plus tard, j'ai été le voir. Je dis voilà, 2 ans est passé. Est-ce que vous reprenez des artistes? Ah, il faut voir. Voilà. Ça, c'est très compliqué parce que pour être dans une galerie, il faut avoir une connexion. Il faut être honnête de le dire. Si vous n'avez pas de connexion, vous ne rentrez pas dans les galeries. Alors, pour pouvoir entrer dans une galerie sans connexion, il faut faire des salons éventuellement. Ça veut dire que là, vos œuvres sont exposées, où il y a beaucoup de gens qui passent dans ces salons, qui vous remarquent. Les galeristes passent dans les salons pour repérer des artistes. De là, vous avez peut-être la chance de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir faire des échanges. Mais il y a une autre chose aussi, que moi j'ai fait pendant des années,
quand j'étais très jeune, c'est qu'en fin de compte, je ne voulais pas que mes bébés, parce que mes œuvres, c'est des bébés. Pour moi, quand je les fais, ils sont importants pour moi. Et de savoir que mes bébés restent dans un placard, ça, n'était pas question. Donc, ce que je faisais, j'offrais mes tableaux. Oui, j'offrais mes tableaux. Les gens qui venaient, j'aime bien, je te l'offre. Ça veut dire qu'en fin de compte, ça commençait à circuler. Parce qu'il faut faire circuler le bébé. S'il ne circule pas, comment on ne va pas vous connaître? Alors, vous avez vos amis, les amis des amis, pour commencer. OK? Ça, c'est très important. Mais il faut l'histoire. L'histoire est très importante. Je vais vous le dire. Un jour, Dali, oui, j'ai travaillé pour Dali, m'a dit, David, ce qui est très important, avant ton œuvre, raconte une histoire. Pourquoi? Parce que quand vous allez donner l'œuvre ou vendre une œuvre, la personne qui l'a chez elle va raconter votre histoire et donc va intriguer la personne. Donc, dans une galerie, il faut que vous ayez une histoire. Donc, quand vous démarrez, si vous avez… il y en a qui sont très doués, ils ont une personnalité extraordinaire tout de suite. Donc, ceux-là, vous savez, ils ont le droit, ils rentrent. Mais aujourd'hui, tout le monde fait un peu de tout et n'importe quoi, je m'excuse. Donc, ce n'est pas si évident. Et puis, après, il y a le domaine du prix. Une galeriste, il est là pour gagner de l'argent, il ne faut pas croire. OK, ça, c'est important. Et puis, une autre chose, c'est que quand vous faites un tableau, puis il est vendu, il est vendu, il n'y en a pas, il faut refaire. Donc, l'artiste, c'est sûr, il lui faut du temps, il lui faut de l'argent, puis après, il lui faut une galerie, puis après, il faut des invités, puis après, dans ces invités, il faut des acheteurs. On est compte, le chemin. Et tout ça est gratuit au départ. C'est-à-dire que vous faites tous les investissements. Alors, c'est sûr qu'on a envie de vendre, mais il ne faut pas vendre à tout prix pour vendre. C'est pas bon, ça non plus, parce que ça ne montre pas que vous êtes un artiste qui va, un jour, peut prendre une valeur. Parce que n'oubliez pas non plus, c'est qu'il y a des gens qui achètent des tableaux, c'est des placements d'argent. Donc, il faut rassurer ces gens-là en disant, par exemple, moi, au début, ce que je disais quand je rencontrais une galerie et qui me vendait, la chose, j'en dis, si le collectionneur veut vous le revendre parce qu'il a des problèmes, il faut que vous le rachetiez. Ça, c'est important. Ça montre que ce que vous faites a une vraie valeur. Il faut considérer vos œuvres. Ce n'est pas des trucs qu'on bazarde. OK? Voilà, ça c'est… Mais c'est très compliqué. Moi, je vous dis, j'ai 70 ans, je continue à aller chercher à droite, à gauche. Ce n'est pas si simple que ça. Puis, comme je dis tout à l'heure, le chèque, il n'est pas là à la fin du mois. Et ça fait 50 ans qu'il n'est pas à la fin du mois. Donc il faut y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous êtes bon, de toute manière, un jour ou l'autre, vous serez reconnu. OK? Ça dépend ce que vous voulez au fond de vous. C'est faire de l'argent? Faites pas de la peinture. Allez vendre des assurances. OK? Et puis, voilà, surtout pas. Alors, c'est sûr, l'autre chose qui est difficile, c'est qu'en fin de compte, aujourd'hui, comment dire, moi, je sais qu'à une époque, je faisais un petit dessin sur la table du restaurant et puis le gars, il me payait le plat. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire, tout l'artiste, en plus, quand on veut vendre quelque chose, tu me fais un prix. Pourquoi je te ferai un prix? OK, ça aussi, vous voyez, tout est très compliqué. Donc, il faut s'investir, il faut être dedans. Donc, aller voir les gens, relancer la chose. Les médias, aujourd'hui, ça va tellement vite. Bon, pas donner un exemple. J'ai fait, sur Instagram, une histoire pendant 64 jours. Je mettais un élément d'un tableau et je construisais. Il y avait beaucoup de gens qui me voyaient. Et puis, une fois que c'était terminé, oui, voilà, c'est fini. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai eu un gros contrat. C'est ça qui est fou. Vous voyez, c'est complexe. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, si vous aimez ce que vous faites, ce n'est pas grave. De toute façon, ce n'est pas grave. Continuez. Mais il n'y a pas de remède. C'est ça le problème. Parce que quand vous êtes un médecin, vous êtes médecin, vous avez un diplôme, vous avez un job. Et vous avez à la fin du mois. Quand vous êtes pilote, vous êtes pilote. Mais quand vous êtes artiste, oui, vous avez tous les diplômes du monde. Oui, d'accord. Et alors, on s'en fout. Il y en a qui n'ont pas de diplôme et qui font des œuvres extraordinaires. Donc, ce n'est pas le diplôme qui compte. Et aujourd'hui, même là, je vais être un peu dur, la démarche. Voilà, il faut une démarche. Moi, comme j'ai expliqué à Colette, moi, je n'ai pas de démarche, de toute façon. J'en ai pas. Donc, c'est une démarche de ne pas avoir de démarche. Pourquoi moi, je dois expliquer? Vous voyez, avant, il y avait des critiques d'art. C'est des gens qui venaient et qui discutaient de ce que vous faites. Maintenant, c'est vous qui devez tout faire dans les médias, tout. Alors, c'est sûr, là, je vais revenir sur Imprimo. Ce qui est intéressant avec ce genre de site, ce n'est pas un site de vente, comme il expliquait, c'est un site de protection, d'aide. Ça veut dire que là, c'est du sérieux. Donc, peut-être, je dis, des galeries, des collectionneurs
des agents vont peut-être aller voir, parce qu'ils vont voir que ce site n'est pas un site de vente, c'est un site de référence d'artistes. Donc, c'est à vous de mettre les meilleurs de vous à l'intérieur. Mais il faut encore rêver, hein. Attention, hein, ça restera comme ça. Voilà. On a touché un peu sur les galeries, on a touché un peu sur Instagram, et ainsi de suite. Donc, une des questions qui reste, c'est qu'est-ce qui est l'importance, vous pensez, pour les artistes aujourd'hui, les artistes émergents, d'avoir une présence en ligne professionnelle, bien documentée, que ce soit leur site web, que ce soit pour certains, c'est Instagram. Je pense que Camille a touché sur certains points que Instagram, ça compétitionne avec beaucoup des intérêts des gens. David a dit sur comment vite que les choses se passent. Donc, moi, je sais que je parle à plusieurs artistes qui me disent qu'ils sont chez Instagram. J'en connais juste seulement peu qui ont beaucoup de succès chez Instagram, justement parce que ça passe vite, les choses passent vite. Je pense que si on regarde à leur présence en ligne, chez leur site web et chez d'autres endroits où c'est plus permanent et plus documenté. C'est quoi l'importance d'avoir ça pour une carrière d'artiste émergent aujourd'hui, disons encore sur le point d'être un artiste émergent qui n'a peut-être pas nécessairement les contacts avec les agents ou avec les galeries? C'est quoi l'importance d'avoir une présence en ligne? Camille, on commence avec vous. C'est important. Commençons par là, puis c'est important pour plusieurs raisons, mais je pense que c'est important, mais peut-être que dans ces cas-là, moins mais mieux s'applique s'applique à cette situation-là. On a une multitude d'outils qui sont disponibles pour les artistes aujourd'hui pour une présence en ligne. Mais je pense que parfois, c'est mieux d'aller en choisir suivant les affinités de chacun, parce qu'il y en a qui sont très à l'aise avec ça, puis qui vont pouvoir en faire plusieurs, etc. Ou quand on est moins à l'aise, en choisir peut-être 3. Parce que je trouve que 3, c'est quand même le minimum aujourd'hui pour une présence en ligne. Mais dans le 3, il y a le site web. Et le site web, je rebondis, mais je trouve que si vous n'êtes pas à l'aise avec votre site web, je trouve que Imprimo fait un très, très beau travail. Pour avoir vu beaucoup de plateformes, je trouve que c'est fantastique ce que Imprimo propose. Et puis, ça va permettre justement, David y touchait un peu, mais de parler de l'histoire, de parler de la démarche artistique, s'il y en a une, de connaître la vie de l'artiste. Alors, je sais que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec l'idée de se mettre devant la caméra, mais il y a mille et une manières de le faire. Présence en ligne, ça ne veut pas dire juste Instagram. Mais oui, les gens aiment les histoires. Ils aiment les histoires qui sont racontées par les œuvres, mais ils aiment aussi l'histoire de l'artiste. Connaître sur l'artiste, puis ça, le site web ou peu importe les réseaux sociaux que vous allez vouloir choisir ou les plateformes, ça va pouvoir vous permettre de le faire. C'est vraiment quelque chose qui, en tout cas moi, de mon expérience quand j'étais en galerie, créait un déclic chez les personnes qui faisait qu'ils suivaient les artistes. Puis il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner, c'est que comme David l'expliquait très bien, c'est très difficile la vie d'artiste, mais c'est pas parce que vous n'avez pas de résultats tout de suite. Moi, quand j'ai travaillé en galerie ou dans les différents artistes que j'ai pu suivre, il y a des gens qui achètent des œuvres alors que ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils suivent l'artiste. Mais là, ça y est, c'est maintenant que ça se passe. Puis parfois, ils vont en acheter plusieurs, parfois, ils vont en acheter juste une, parfois, c'est les amis qui vont l'offrir, mais la constance est importante et le site web ou la présence en ligne permet cette constance, tout en vous laissant, vous, le temps d'être dans le studio. Je vois une question qui est, est-ce que les collectionneurs regardent ces sites? Oui. Oui, et un collectionneur qui fait bien, qui a à cœur d'avoir une belle collection va regarder tous les lieux sur lesquels vous êtes. Parce que c'est ce qui crée votre crédibilité aussi. Donc j'en reviens à la question du mieux, du moins mais mieux. C'est que vous êtes mieux de prendre quelque chose et d'y mettre beaucoup d'informations et que tout se retrouve là, plutôt que d'avoir plein de petites choses que vous commencez parce qu'on ne voit pas la constance dans ce genre de choses.
Donc non, pour moi, c'est important parce que une des choses qu'a dit David, elle est intéressante. Effectivement, les galeries, etc., tout ça, ça a changé. Aujourd'hui, les collectionneurs, les acheteurs sont beaucoup plus autonomes qu'avant, ce qui a redéfini le milieu des galeries d'art, notamment. Mais les collectionneurs, les acheteurs vont chercher des informations sur vous. Et vous êtes mieux qui cherche les infos que vous avez mis, plutôt que quelqu'un d'autre a mis. Donc, et puis des informations, enfin, votre démarche, les œuvres. Je vais mettre un petit point. En fait, c'est un gros point même pour moi. La présence en ligne, elle est importante, mais prenez des photos professionnelles de vos œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui maintenant vont acheter sans forcément avoir vu l'œuvre. En tout cas, vont commencer à s'intéresser à vous par les photos. Donc parfois, peut-être moins investir sur certains domaines, mais plus sur les photos. Je sais que ça dépend. J'ai vu qu'il y avait des sculpteurs dans la salle. Je sais que la sculpture, c'est terrible à prendre en photo. Pour avoir été galériste, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai peiné à faire ce genre de photos. Mais les photos, c'est la qualité des photos que vous allez mettre. On a la chance aujourd'hui qu'il y a beaucoup de téléphones qui permettent quand même une belle résolution. Mais si vous n'avez pas cette, je dirais, cette qualité, parce que moi, par exemple, je suis pas très, très bonne pour prendre des photos, ben, parfois, trouver quelqu'un dans l'entourage qui peut mieux le faire ou prendre les services d'un professionnel. Ça peut paraître une dépense, mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine. Ouais. Ce que Camille a dit m'apporte à une question, David, pour vous. On a parlé quand même beaucoup des artistes émergents. Parlons à cette heure un peu plus des artistes établis et de l'importance je pense qu'on a touché sur l'importance de raconter l'histoire d'un artiste. On va avoir un événement dans le mois de juin qui touche sur comment raconter son histoire en tant qu'artiste. Mais pour eux, j'aimerais poser la question sur comment documenter et présenter ses œuvres. Et en tant qu'un artiste établi, l'importance de faire ça. Camille vient de toucher un peu sur le côté des images. Mais si tu peux toucher un peu plus, David, sur l'importance, et d'après vous, c'est quoi la meilleure façon de présenter, documenter et surtout l'importance que ça joue dans le rôle d'un artiste établi? Déjà, je reviendrai sur ce qu'a dit Camille. Le problème, en fin de compte, on parle beaucoup des réseaux sociaux, des médias, des sites et tout ça. En fin de compte, c'est un métier, ça aussi. C'est ça un peu le problème, c'est qu'en tant qu'artiste, vous êtes artiste, peintre, sculpteur, mosaïque, tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas dans l'informatique. Et c'est ça un peu le problème, c'est que même moi, qui ai fait quelque chose il y a 27 ans, qui était complètement d'avant-garde, où là, les gens n'ont rien compris, ok. Aujourd'hui, les jeunes, donc les jeunes émergents, eux, ont la maîtrise de ça. Parce que si vous voulez faire quelque chose de solide, qui est professionnel, parce que ça, c'est important, parce que si vous voulez que les galeries, les acheteurs, les collectionneurs, les agents vous remarquent, il faut que ça soit professionnel. Si on ne commence pas à mettre de l'argent sur des œuvres d'art, si vous n'êtes pas professionnel, ça, c'est très important. Donc, déjà, d'être au RAV, c'est important aussi. Vous savez que le RAV fait des sélections pour que vous veniez professionnel, donc ça fait déjà une référence. Puis après, vous vous mettez sur un primo. Donc ça, vous pouvez le faire. Et c'est sûr que oui, tout le monde veut travailler sur le numérique, doit faire des réseaux sociaux, mais ceux qui fonctionnent réellement, on va dire, c'est ceux qui ont une équipe derrière eux. Ça veut dire même quand vous rentrez dans une galerie, il n'y a pas un seul galériste, il y a 4-5 personnes. Il y en a 2 qui s'occupent de faire les sites, 2 qui s'occupent de la communication et de la promotion. Ça, c'est très important. Donc, c'est sûr que c'est pas en mettant 3 bouts de photos comme ça y est, on va être reconnu. Non, ça marche pas. C'est ça qui est un peu triste, parce que il y en a beaucoup qui font un très bon travail, qui ont des vraies valeurs, parce que j'en ai rencontré, j'en ai vu, sauf que comment mettre tout ça sur les réseaux, ok? Ça prend du temps en plus. Le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Hein? Alors, moi, juste pour rentrer dans un primo, tout mon travail, mais il me faut 2 ans, parce que ça fait 50 ans que je peins. Donc, il faut 2 ans pour tout rentrer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, des fois, on en a le bol. Donc, c'est sûr que c'est aujourd'hui la chose primordiale, comme disait Camille, parce qu'on est remarqué. Mais il faut être professionnel. Et ça, ce n'est pas simple, parce que c'est un métier.
Hein. Et de vendre des tableaux, c'est un métier. De mettre ça sur informatique, c'est un métier. C'est pas, on s'invente pas comme ça. C'est quand raconter, vous voulez une subvention, bah, attendez, il faut l'écrire. Bah, vous n'êtes pas écrivain. Donc, il faut aller chercher quelqu'un qui puisse vous aider pour écrire. Ben, c'est pareil pour l'informatique, pour le mettre dans les réseaux, pour que ça soit solide. Parce qu'après, une fois que c'est solide, il faut que ça soit vu. Pour que ça soit vu, il faut que ça soit toujours en haut. Donc, pour être toujours en haut, il faut s'en occuper tous les jours. Attendez, et quand est-ce que je peins? Quand est-ce que je sculpte? C'est un peu ça. Donc, on est à peu près... Ben, les 3/4 des gens sont des amateurs. Je m'excuse, c'est très dur. Ils font peut-être de la bonne peinture, mais c'est de l'amateurisme pour pouvoir accéder là-haut. Et là-haut, ben, les gens qui sont reconnus, on va dire, sont pas forcément bons. Hein, attention, hein. Il y en a qui sont dans les musées, excusez-moi, c'est de la merde. M'excuse, moi, c'est mon opinion. Mais derrière, il y a eu un travail solide. Et là, ben, quelque part, on ne peut pas remettre en cause ce qui a été dit, ce qui a été fait. Donc, vous écoutez, vous dites, bah ouais, c'est ça. Mais ça, c'est des grands professionnels. Moi, j'en ai connu. Des grands marchands, ils sont là pour spéculer. Donc là, on rentre dans le top, là, quand les vieux comme moi. Les gens qui m'achètent une œuvre, ils regardent si elle est cotée. Parce que je vends des trucs à $100, mais je vends des choses aussi à $40 000. Mais le gars qui va mettre $40 000, il veut savoir si demain matin, il peut le revendre $40 000 s'il a un problème d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on rentre dans le top. Okay, alors, beaucoup de galeries vont vendre, je vais vous dire, un peu de tout. Donc, vous, si vous faites du bon travail, il faut éviter d'être dans ces galeries-là, éviter d'être dans des salons, parce que vous allez détruire votre travail. C'est ça. Parce que vous allez vous mélanger, et c'est là, c'est compliqué, vous allez vous mélanger. Il y a des galéristes qui vont regarder, ah, il a fait tel expo, il a fait ça, oh, ben non, c'est pas terrible, c'est pas bon, il ne peut pas rentrer chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les galeries, il faut regarder ce qu'ils vendent. Chaque galerie a sa personnalité. Il y en a qui vendent du surréaliste, du naïf, donc de l'abstrait. Si vous faites de l'abstrait, vous n'allez pas rentrer dans l'hyperréalisme. Il ne sera pas intéressé. Et pourtant, vous regardez la galerie, vous dites, ah, j'aimerais bien être là, elle est superbe. Le gars, mais il ne peut pas vous vendre. Il va aimer ce que vous faites, mais il n'a pas les clients pour vous. C'est pas son jeu. Lui, il a les clients pour du surréalisme. Vous faites de l'abstrait, ben, il faut chercher, donc il faut déjà sélectionner ce que vous faites. Parce que ça, c'est important. Vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quelle galerie. Pourtant, vous êtes bon. Et puis, ah ben non, je ne peux pas te prendre, c'est dommage. Donc, il va essayer de peut-être vous vendre par un de ses copains galéristes. Il va téléphoner, il va dire, hé, hey, prends Léon, là, il est super, là. Je pense que le petit jeune, là, ou le petit vieux, c'est intéressant. Mais moi, je ne peux pas le vendre. Parce que mes collectionneurs ne comprendraient pas. Parce qu'un galériste doit être un spécialiste. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit comprendre ce que vous faites. Il doit vendre ce que vous faites. Donc, rassurer le collectionneur. Même si c'est des trucs à $100 ou à $50 000 ou à $10 millions. C'est ça. Vrai. Alors, quand vous êtes déjà dans un site qui est référencé, je vais vendre un primo, qui est, en fin de compte, pour référencer, pour montrer ce que vous avez fait, donc là, déjà, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous appeler, dire, ah, je peux te prendre, parce qu'il aura vu ce que vous faites. Mais si vous allez dans une galerie et vous ne savez pas ce que vend la galerie, vous allez vous planter. Ça aussi. OK? Donc, à un moment donné, même quand vous avancez dans le temps, bah, là, je vais être un peu dur, c'est que les galeries sont là aussi pour faire de l'argent. Donc, c'est bien de prendre des gens au départ. Ça veut dire qu'on les fait grimper, donc on fait de l'argent. C'est de la spéculation, tout ça. OK? Ce que vous faites, ça rapporte aux gens. OK? Donc, il faut aller tout doucement. Comme je disais un jour à Colette, si vous avez une galerie qui s'intéresse à vous, ne mettez pas votre stock. OK? Non. Vous lui dites, OK, vous êtes intéressé. Alors, c'est très dur ce que je vais dire, parce que vous allez peut-être perdre la galerie. Mais si la galeriste commence à vous acheter un tableau, ça veut dire qu'il y croit, parce qu'il va forcément vendre ce tableau pour récupérer son argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il le vend très vite, il reviendra vous voir. Donc, si vous achetez un tableau, vous pouvez en mettre 2, 3 en dépôt. Si vous ne faites pas d'exposition, si simplement en storage. Vous voyez ce que je veux dire? Ne mettez pas tous vos œuvres chez quelqu'un. Parce que la personne va vendre, ah ben, Léon, oh ben non, ben, j'ai du Marcel, du machin, j'ai un peu de tout. Non, vous n'êtes pas n'importe qui, donc vous devez vous considérer. Ça, c'est important. Et il faut savoir la vraie valeur de vos tableaux, de votre travail. Tout, ça a une valeur. Il ne faut pas être au-dessus, il ne faut pas être en dessous. C'est ça aussi, c'est complexe. Donc, c'est sûr, ça ne s'apprend pas comme ça. Okay, moi, j'ai fait des boulettes énormes, et un jour, bon, ben, j'ai rencontré un mécène, il m'a entretenu pendant 7 ans. Okay, il ne revendait pas des tableaux. Il aimait ce que je faisais, parce que j'avais une histoire. Ouais.
Et l'histoire, il la raconte tous les jours. Et les gens m'appellent. Ah bon, on peut aller chez toi, voir tes tableaux. Voilà, c'est ça. Et en ce moment, non, je n'ai pas de galerie. C'est très compliqué d'avoir des galeries. Et pourtant, je pense que ce que je fais pourrait être dans les galeries. Je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, David. Je pense que ça, on revient à l'idée de s'informer. Je pense qu'il y a beaucoup de... Pour avoir été galériste, et je recevais, en une semaine, je pouvais recevoir 30 dossiers d'artistes, en sachant que mon travail, c'était avant tout de présenter les artistes que j'avais dans la galerie. Oui, c'est beaucoup. Puis 30 par semaine, c'est beaucoup. Donc, avec des galeries, comme l'expliquait, avec des artistes, comme l'expliquait David, où je regarde le travail, et c'est pas une question de j'aime ou de j'aime pas, ça ne correspond pas à ce que je représente dans la galerie. Et s'il y avait eu un peu plus de travail, quand il y a plus de travail, déjà on le voit, parce qu'on en voit beaucoup des dossiers. Donc, quand on voit que la personne a préparé son dossier et qu'elle a compris ce que nous, on cherchait, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillez par série. La plupart des artistes travaillent par série ou par... Il y a certaines séries de votre travail qui va correspondre à une galerie, alors que la série d'avant ou la série d'après ne correspond pas nécessairement à ce que nous, on représente. Et moi, je me retrouvais sur un site où il y avait de tout. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que la personne veut que je représente? À ce moment-là, quand on reçoit 30 dossiers par semaine, effectivement, on va privilégier les personnes qu'on fait bien attention à me dire, on présente cette série-là. Parce que, comme l'expliquait David, il y a beaucoup, beaucoup de travail pour les galeristes. Oui, je vois la question, est-ce qu'on peut changer si on n'aime pas la galerie? Oui, puis je le conseille fortement. Surtout quand on est émergent, quand on est plus établi, c'est une relation normalement de confiance qui se fait avec un galeriste. Comme le disait David, le galeriste va choisir le travail d'un artiste parce qu'il croit en son travail. Normalement, les bons galéristes font ça. Je sais que c'est comme partout, il y en a des moins bons. Mais si vous ne savez pas que la connexion entre les personnes se fait, vous avez tout à fait le droit de changer d'artiste, puis changer de galerie, pardon. Et pour information, une fois que vous êtes rentré dans une galerie, c'est aussi plus facile de rentrer dans une autre. C'est un peu comme quand on a un emploi, c'est plus facile d'en chercher un autre. C'est cette idée-là, puis je rebondis sur ce que disait David. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des dossiers que je trouvais très intéressants, mais qui ne se représentaient pas dans là où les galeries dans lesquelles je travaillais, et les envoyer à des collègues en leur disant, moi, je n'ai pas la clientèle pour ça, mais je pense que toi, ça pourrait t'intéresser. Et je pense que c'est important, parce que quand on voit que la personne justement a fait sa signature, a travaillé, a fait en sorte que ce soit facile pour le ou la galériste de comprendre ce qu'il veut nous présenter, nous aussi, on est quand même aussi là pour... les gens qui travaillent en galerie, c'est parce qu'ils aiment l'art. Donc, quand on voit quelque chose auquel on trouve qu'il y a un intérêt, on va faire en sorte de le présenter à quelqu'un avec qui il y a plus d'opportunités. Et il y a une autre chose aussi importante, c'est qu'en fin de compte, il y a des périodes. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est des périodes d'installation, de performance, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des installations. C'est ça un peu le problème, c'est qu'en fonction des années, moi je vois quand j'étais à New York dans les années 75-80, c'était les performances. C'est-à-dire, c'était pas de mettre des tableaux au mur, c'était de faire des actions. Et aujourd'hui, en ce moment, les galeries, on va dire sur Montréal, tout ce qui est presque financé, les subventions, c'est des performances, c'est des choses que s'il n'y avait pas d'argent de l'État, je m'excuse, mais l'artiste ne pourrait pas le faire. Vous voyez? Donc, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas en ce moment, il y a très peu de galeries. Quand je parle de galeries reconnues, de galeries sérieuses, pas des boutiquiers. Ils vendent en fin de compte des choses de performance à l'heure actuelle. Et c'est ça le truc. C'est l'artiste qui écrit, qui fait du cinéma, qui fait. Voilà, ça c'est bon.
c'est ça en ce moment. Et ou sans ça, d'installer. Moi, j'ai fait par exemple une installation sur Outremont il y a 6 ans, de mettre des pains de glace dans la rue, dans la nuit, le lendemain matin, les gens voyaient ça, disaient, ah, c'est extraordinaire, mais il n'y avait rien à vendre. C'était une performance. Mais ça a plu. OK, il y a une galerie qui m'a appelé, elle m'a dit, ah, on pourrait faire. Ben, oui, on peut faire quelque chose, mais une performance. Et la performance, c'est quoi? C'est-à-dire que soit vous la payez, soit vous avez une subvention. OK, mais ça vous donne, en fin de compte, comment dire, de vous faire connaître. Donc, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je ne rentre pas dans certains détails, mais il y a une mode de quelque chose en ce moment. Hein, je crois que tout le monde le remarque. Donc, c'est un peu difficile aussi. C'est ça, il y a des modes aussi. Alors, si vous faites des petits bateaux et la mode, c'est de faire des avions, ben, laissez tomber. Enfin, attendez la mode des avions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est complexe. Ce n'est pas si simple que ça. Et puis, en plus, c'est un produit, hein, comme on dit, parce que c'est une marchandise, hein, une œuvre d'art. Hein. Enfin, il ne faut pas rêver. Hein, vous vendez quelque chose. Et ce n'est pas de la première utilité. Hein. Pour l'instant, vu la crise économique, qui peut acheter vraiment des tableaux, hein, on se pose des questions. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut voir. Alors, c'est sûr que l'opportunité d'arriver à quelque chose, c'est de faire que ça. C'est-à-dire que si vous avez un job, bien sûr, il faut manger, il faut vivre, il faut payer ses pinceaux, mais pendant que vous êtes en train de travailler, peut-être que l'opportunité, elle passe sous votre nez parce que vous n'êtes pas présent. Et c'est ça, je dis aux jeunes artistes, si vous avez choisi ce métier, eh ben, il faut y croire. Et si vous devez être dans une chambre de bonne, c'est mon époque, et manger des patates, le temps que ça… Ben, mangez des patates, mais vous êtes libre. Ça veut dire que vous êtes là, disponible. Vous voyez les choses qui se passent. Mais si vous êtes en train de travailler, c'est une bonne chose, il faut vivre pendant 8 heures. Ben, le marchand qui passait, ben, il est passé, vous n'étiez pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est complexe. Il faut être présent. Un agent, c'est quoi un agent? En fin de compte, un galériste, ben, vous restez dans votre atelier, et le galériste, ben, il fait le métier que tous les jeunes sont en train de faire, de courir à droite, à gauche, de mettre des photos sur Internet, de communiquer. Et il peint quand? Il ne peut pas peindre. Et donc, il ne gagne pas d'argent. Donc, il faut travailler pour manger. Attendez. OK? C'est ça. Donc, quand vous commencez à vendre quelques tableaux, ben, faites la fête. Ouais, à un moment donné, c'est ça, porte-bonheur. Quand je vendais un tableau, je dis aux copains, 10% de la valeur, on va faire la fête. Voilà. Et le jour, des fois, je ne faisais pas, ça portait malheur. Et il y a un truc comme ça. Donc, j'essayais de vendre pour aller faire la fête. Parce que, ouais, on a une vie, hein, c'est pour faire la fête. On vit qu'une seule fois. Il faut être toujours optimiste. Une dernière question pour vous. Quel rôle vous voyez qu'un Imprimo peut jouer dans la carrière d'un artiste émergent ou dans un artiste établi? Il commence. Là, juste un petit problème dans l'imprimo, je vais dire. Hein, je te l'ai déjà dit, JD, c'est que quand les gens vont sur les sites, ils ne restent pas trop longtemps. Okay, donc, s'ils vont sur Imprimo, puis mettons, ils regardent ce que je fais, ils disent, ah tiens, qu'est-ce qu'il a fait dans les années 75? Mais il faut qu'ils se tapent toutes les photos pour arriver aux années 75. Donc ça, c'est un petit peu le problème d'Imprimo, c'est que ça serait bien que tu fasses des cellules d'année en année. Je te montre ça dès que tu as fini ta question. Je te montre ça. J'ai réglé une couple de choses depuis la dernière fois qu'on t'a parlé. Parce qu'en fin de compte, Imprimo va servir. Parce que moi, j'en parle aux gens, mon site, c'est Imprimo hein, maintenant. Dès que les gens disent, tu as un site, oui, tu vas sur Imprimo. Hop, terminé. Donc ça, il est très utile. Okay, bon, dernièrement, j'ai fait une exposition à Outremont à la galerie. Donc, j'ai mis les tableaux, j'ai mis, comme tu dis, l'histoire. Donc, ça, c'est bien. Donc, les gens, tout de suite, ils y vont. Et ça, le rôle d'Imprimo, je le dis aux artistes qui nous écoutent, profitez-en. Ça ne coûte pas une fortune, mais surtout, c'est très, très professionnel. C'est ça qui est très important. Okay, donc, c'est sûr, ça prend du temps. On a eu le temps de le faire. Et comme je disais aux jeunes, que je vois de temps en temps, commencez tout de suite. Vous n'avez pas grand-chose à mettre. Donc, comme ça, tout doucement, vous le faites. OK? Mais vous n'avez pas 5000 tableaux à mettre dedans. Donc, c'est bon. Camille, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, j'ai plein de choses à rajouter, justement. Moi, je pense que ça facilite l'archivage des œuvres et des événements. Et comme je le disais un peu plus tôt, j'ai fait beaucoup de plateformes et je suis vraiment impressionnée par ce qui a été fait par Imprimo parce que ça répond à beaucoup des problématiques que les artistes peuvent
peuvent retrouver. Et comme le disait David, ça donne un rendu ultra professionnel pour ceux qui consultent le profil de l'artiste, c'est-à-dire les collectionneurs. Ou les galéristes qui vont remener aux collectionneurs. Oui, ça, moi, l'archivage, je pense que c'est une problématique qui arrive souvent pour les artistes plus établis, mais c'est une vraie problématique plus... Généralement, vous produisez beaucoup. Les styles ont changé. Avec les années qui passent, on oublie quelle année on a fait... en quelle année on a fait ça, où est-ce que l'œuvre a été exposée. Et je pense que c'est une des choses qui est les plus importantes pour un artiste, et justement, c'est votre carrière, en fait. C'est la matérialisation de votre carrière. Donc, pour moi, la partie archivage, elle est très importante. Je sais que c'est pas la partie la plus sexy du travail d'artiste visuel, mais c'est une des parties les plus importantes, en tout cas quand on cherche à prouver la notoriété et le sérieux de la carrière d'artiste. Je trouve que on a parlé tout à l'heure de présenter son dossier à des galeries ou à des personnes qui pourraient nous aider. Je trouve que c'est un très bel outil parce que justement, les gens qui viennent des galeries ou des centres d'artistes, ils trouvent toutes les informations dont ils ont besoin. Et c'est pas forcément le cas sur un site d'artiste. Et ce que j'aime pour les artistes, c'est que peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous ne pensez pas, mais le fait de voir l'information qu'on vous suggère, ça vous suggère qu'il y a quelqu'un qui a peut-être besoin de cette information. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant, et je trouve que ça facilite la vie des artistes en termes de présence numérique. J'en parlais avec plusieurs artistes. Les bureaux du RAF sont au milieu d'un atelier, d'une communauté d'ateliers d'artistes. Et c'est difficile d'être visible sur Internet, mais avec la puissance d'un outil comme Imprimo, votre nom va remonter beaucoup plus vite parce que dans ces cas-là, la visibilité, plus on est nombreux et plus on est visible. Donc voilà, bravo Imprimo. C'est mon point. Merci bien. Avec ça, on va terminer notre période de discussion. Je vais vous montrer quelque chose chez Imprimo qui va répondre à bien des questions que David avait. Puis je pense que ça va aider quelques personnes, et par la suite, on va prendre la période de questions. Donc, avec cela, je vais partager mon écran. Je vais commencer par vous montrer quelque chose qui est quand même assez nouveau. Première chose, c'est, on a entendu de plusieurs artistes comme David. Ça fait 50 ans que je fais des œuvres, et je trouve ça bien long à ajouter mes œuvres. Donc, on a rajouté ce bouton ici qui s'appelle Télécharger en masse. Si vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter 100 images à la fois. Donc, 100 œuvres, et vous cliquez ici pour télécharger, vous pouvez rajouter toutes vos différentes œuvres en un coup. Donc, c'est terminé, le temps de prendre beaucoup de temps à ajouter vos œuvres. Un clic, et c'est fait. Problème numéro 1 pour un gars comme David. Problème numéro 2, on a créé les collections qui permettent de rajouter vos œuvres en année, comme que David l'a demandé. En années que vous pouvez l'avoir, vous pouvez les créer pour différentes collections. Vous avez l'option de mettre, vous pouvez créer des collections par année, vous pouvez par thème, et ainsi de suite. Mais on a aussi créé quelque chose avec les collections qui est quand même assez unique d'après moi. Si vous avez l'option d'avoir une collection privée au point de vue d'archiver vos œuvres, c'était vraiment ça qui était l'idée. Peut-être que vous voulez organiser vos œuvres par année, vous les organisez par thème, vous les organisez par différentes choses, et des œuvres que vous avez faites en 2023, des œuvres que vous avez faites en 1999, vont être regroupées dans le même thème, mais vous les aussi regrouper par année. Vous avez l'option de les regrouper autant souvent que vous voulez, différents types de collections. Donc, vous avez l'option de les regrouper comme ça, privé, pour vous aider à archiver. Vous avez évidemment l'option de faire public, comme que je viens de vous montrer avec le profil d'Oranda, qui est un membre du RAV. Vous êtes capable de les mettre publiquement comme ça, visible à tout le monde. Et vous avez l'option ici de les faire qu'on appelle semi-privé. Le but ici, c'était, j'ai parlé avec plusieurs artistes qui me parlaient des appels de projet, puis ils disaient, je suis toujours en train d'envoyer, ça soit mon CV, après ça, il faut que j'envoie des différentes images de mes collections, et par la suite, mon profil d'artiste, et ainsi de suite. Donc, on voulait essayer de rendre ça plus facile. Si vous êtes capable de regrouper vos images sur un certain thème, peut-être que c'est un thème que vous ne voulez pas nécessairement que ça soit mis publiquement parce que c'est juste pour cet appel de projet-là qui est spécifique, mais
fait pas nécessairement quelque chose qui fait du sens avec votre présentation. Donc, vous créez ça ici, vous prenez le lien et quand vous partagez le lien, vous êtes capable de voir la collection. Moi, je ne suis pas un artiste, c'est sûr que ces œuvres-là ne sont pas publiques, mais si vous avez le lien, vous êtes capable de le voir. C'est hyper facile pour les gens de voir ça. Si les gens ont des questions, s'ils veulent voir les œuvres, ils cliquent sur les œuvres, même si l'image n'est pas publiée, ils sont quand même capables de le voir, le dossier d'art, même si l'œuvre est privée. Donc, il y a plusieurs fonctions pour ça. L'idée principale était vraiment pour les différents appels de projet et ainsi de suite, mais c'est ouvert à bien d'autres choses. Ça, c'est pour répondre aux deux problèmes que David vient de mentionner. Mais j'en ai un autre qui s'en vient. Donc, on a aussi créé, quand ça venait au point de vue de la gestion du CV, quand on a créé Imprimo, on a lié les événements sur la ligne d'attente des œuvres avec le CV, qui veut dire que si vous gardez vos dossiers d'or à jour, nous avons éliminé le processus de mettre votre CV à jour. Mais là, on entend dire des artistes, oui, mais des fois, j'ai besoin d'un CV de 2 pages, 10 pages, 5 pages, 3 pages, un CV pour une foire d'orge, un CV pour différentes choses. Donc, on a créé ces CV custom-là. Vous arrivez ici, vous avez votre CV de défaut. Et quand vous êtes prêt, vous créez différents autres CV, vous ajoutez le nom, et voilà, j'ai créé un nouveau CV. Une fois que vous avez créé le CV, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le bouton, vous réorganisez les catégories comme que vous voulez. Et vous pouvez seulement cliquer ici pour cacher ou afficher les différents événements. Tous les événements sont créés du CV de défaut. Et de là, vous choisissez lesquelles des différentes fonctions que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez télécharger. Vous avez l'option de télécharger sur un document Word, un document PDF. Si vous téléchargez sur un document Word, vous êtes capable d'arriver et de faire plus de personnalisation par la suite lorsque vous l'avez téléchargé. À la fin de la journée, c'était vraiment simple. On voulait vous permettre d'ajouter toutes vos œuvres dans un clic. On va vous permettre de créer autant de CV que vous voulez à un clic et d'être capable de le télécharger en temps réel. Si vous avez, j'ai un appel pour un projet, il me reste juste une journée, je peux créer une collection, clic, 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 j'ai un lien privé, je prends le lien sur mon profil, je télécharge mon CV, 5 minutes, c'est terminé. Donc, si vous avez à faire, comme on entend dit de Camille, recevoir plusieurs centaines de ça, c'est évident que si elle reçoit plusieurs centaines, que vous envoyez plusieurs, au moins vingtaine, une trentaine au fil d'une année, maintenant, avec les 3 différents liens, vous êtes capable de l'afficher. Donc, c'est sûr que c'est toujours un processus pour nous de travailler avec les galeries, les centres de bourse et ainsi de suite pour faire sûr qu'ils acceptent ces différents liens-là. Mais jusqu'à présent, ça se fait recevoir quand même assez bien, mais au point de vue des artistes, on a essayé de vous faciliter la vie grandement. Une autre chose qu'on a fait assez récemment, on a créé un lien. Si je regarde à mes œuvres ici, vous avez dans le lien de droit d'utilisation. Comme j'ai dit, on n'est pas un centre de vente, mais on comprend quand même que c'est une partie importante. Quand je clique sur l'œuvre est à vendre, je peux rajouter le lien. Donc, ça c'est sur votre site web ou dans ce cas ici, moi j'ai choisi, je ne suis pas un artiste, vous allez voir un autre œuvre. J'ai choisi notre partenaire Partial, qui est une galerie en ligne. Donc, si j'arrive et je regarde sur ma page, vous voyez le bouton Acheter qui apparaît. Si je clique chez Acheter, je me fais envoyer vers le site qui peut être votre site de choix. Ça peut être votre site web, ça peut être votre galerie, ça peut être une galerie en ligne comme Partial et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a rajoutées. Ça, c'est les différentes choses qu'on a rajoutées récemment. Les choses qui sont à venir sous peu. Les amateurs d'or vont avoir des comptes. Donc, vous allez être capable d'inviter tous vos amis, les gens qui vous suivent sur Instagram et ainsi de suite pour joindre votre profil et suivre votre carrière d'artiste chez Imprimo. Ça s'en vient dans les mois qui suivent. J'ai bien excité de vous montrer qu'est-ce qu'on sort. Et on a un gros projet de 12 mois qui est lié à ça et ça va aller en phase. La phase numéro 1 est quand même assez excitante, mais phase 2, 3 et 4, je suis très excité de vous en raconter plus dès que c'est un peu plus avancé.